Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation des mondes anciens, Revelations of the Ancient World, pour ceux qui regardent aussi certaines vidéos en anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas seulement la carte de Piri Reis, mais tout un ensemble de cartes antiques mises bout à bout vont constituer une réelle clé de compréhension de notre ancien passé, de notre passé lointain. Vous verrez que à l'époque, on était capable de certaines choses, de connaître certaines choses qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir. Aujourd'hui on peut concevoir beaucoup de choses qu'on est capable de tester, de vérifier grâce à la science, grâce aux moyens technologiques, mais on n'est pas du tout en mesure de comprendre, d'appréhender et de simplement imaginer qu'à l'époque on avait aussi des connaissances et accès à un monde qui aujourd'hui nous semblerait peut-être presque inconnu. Vous allez voir dans cette présentation qu'à l'époque nous étions peut-être beaucoup plus avancés que ce qu'on croit aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il n'y a pas que la carte de Piri Reis qui va nous permettre d'avancer et de comprendre ensemble. Par contre, la carte de Piri Reis est un très bon point de départ. C'est pour ça que je vais commencer par cette carte de Piri Reis qui date de 1513. On estime d'habitude que la calotte glaciaire antarctique, dans son étendue, est vieille de plusieurs millions d'années. Aucun problème là-dessus. Par contre, quand on se penche un petit peu plus sur ce cas, cette théorie prête sérieusement le flanc à la critique, si sérieusement qu'il n'est pas besoin de supposer que la carte qui a été réalisée par Piri Reis décrive la terre de la Reine Maude telle qu'elle se présentait. Terre de la Reine Maude, c'est bien sûr le surnom de l'Antarctique, telle qu'elle se présentait il y a plusieurs millions d'années. C'est vrai que les données les plus récentes laissent penser que la terre de la Reine Maude et ses régions avoisinantes apparaissaient sur la carte sans la glace qui la recouvre aujourd'hui. Et cette période durant laquelle il n'y avait pas de glace, elle a pris fin il y a 6000 ans. Donc ces données sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard nous dispensent de la tâche écrasante d'avoir à déterminer qui aurait disposé d'une technologie permettant de réaliser le relevé qui aurait conduit à la cartographie précise de l'Antarctique. Pour continuer, il faut garder certains faits à l'esprit. Le premier, c'est que la carte de Piri Reis, c'est un document authentique. C'est pas un hoax, c'est pas un fake, c'est pas une supercherie, c'est un document authentique qui a été réalisé par l'amiral Piri Reis à Constantinople, en 1513, de notre ère, je précise, c'est pas avant Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est que cette carte montre essentiellement la côte occidentale de l'Afrique, la côte orientale de l'Amérique et la côte de l'Antarctique du sud de l'océan Atlantique. Le troisième élément, c'est que Piri Reis n'aurait pas pu obtenir ces informations sur cette région de l'Antarctique auprès des navigateurs contemporains de son temps, du XVIe siècle, dans la mesure où l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1818, soit 300 ans plus tard, et que la présence de terre en dessous des glaces, elle, n'a été découverte qu'au courant du XXe siècle. Donc tout simplement, Piri Reis a dû se baser sur des documents anciens qu'il a compilés pour en tirer une carte. Mais c'est absolument pas de manière contemporaine, au XVIe siècle, en 1513 ou un petit peu avant, le temps qu'il mette tout ça sur pied, qu'il aurait pu avoir accès à ces informations. La quatrième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la présence de la côte de l'Antarctique sur la carte constitue un véritable casse-tête dans la mesure où les données fournies par la géologie confirment que la date la plus tardive à laquelle elle aurait pu être relevée et cartographiée, sans les glaces qui les recouvrent aujourd'hui, est 4000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 6000 ans. Cinquième élément, aujourd'hui on ne peut pas déterminer réellement la date la plus ancienne à laquelle une cartographie telle que celle-ci aurait pu être faite. Par contre, on peut penser que le littoral de l'Antarctique soit resté libre de glace, vierge de toute calotte glaciaire, pendant très longtemps, au moins 9000 ans avant qu'il ait été englouti entièrement par la calotte glaciaire. Donc on disait 9000 ans, c'est-à-dire que la calotte glaciaire a commencé à se propager à partir de 6000 ans, il y a 6000 ans, donc 4000 avant Jésus-Christ, et donc si on enlève à nouveau ces 9000 ans, on serait à 13 000 ans avant Jésus-Christ. 13 000 ans avant Jésus-Christ, à quelques centaines ou peut-être 1500, 2000 ans maximum près, on période durant laquelle il y aurait pu y avoir un grand cataclysme. La dernière chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que
Bonjour à tous. Vous venez d'entendre dans sa chaîne Révélation la personne parler de la fameuse carte de Père Race. Là, je vous ai montré qu'un petit extrait pour argumenter ma vidéo, mais bon, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir la vidéo dans son intégralité. Bonjour à tous. Dans le registre des mystères du passé, on peut évoquer la découverte archéologique d'étranges objets qui, bien que datant de plusieurs centaines d'années, voire de plusieurs milliers d'années, semblent attester de certaines connaissances scientifiques assez avancées pour l'époque. Je commencerai par vous parler d'un étrange manuscrit du XIIe siècle qu'on peut retrouver à la Bibliothèque nationale. L'image que vous voyez actuellement dans la vidéo illustrait un passage du psaume 13 de la Vulgate 12. Le titre disait « Fais voir la lumière à mes yeux de crainte que je m'endorme du sommeil de la mort ». Comme vous le voyez, c'est le Christ qui éclaire ici le roi David, mais il semble l'éclairer avec un objet qui nous serait familier de nos jours, malgré qu'il ait été dessiné au XIIe siècle après Jésus-Christ. Il s'agirait d'une lampe torche avec son réflecteur et ses rayons de lumière. On ne peut évidemment pas penser à une lampe torche électrique au XIIe siècle, car à cette époque, tous les accessoires qui composaient une lampe torche n'existaient pas encore. On peut seulement dire que ceux qui avaient aspiré cette illustration connaissaient très bien le degré technologique de nos sociétés actuelles. Bon, maintenant orientons-nous vers le Mexique. Nous sommes en 1948, le docteur Alberto Ruiz Lhuillier de l'Institut mexicain d'anthropologie entreprendra une campagne de fouilles qui devait durer 3 ans dans la pyramide à degrés de Palenque, qui, rappelons-le, n'avait jamais fait l'objet de recherches archéologiques approfondies. Le temple de Palenque, c'est ce que vous voyez actuellement dans la vidéo. À l'intérieur de la pyramide, le Dr Rousse va découvrir un sarcophage contenant le squelette d'un homme au visage recouvert d'un masque de jade et une collection de joyaux. Le squelette était supposé appartenir au grand prêtre souverain Knish Janahab Pakal Ier. Dans une main, il tenait un petit cube et dans l'autre, une sphère. La date de l'inhumation aurait été datée à l'an 683 de notre ère. Le bas-relief du sarcophage, comme vous le voyez dans la vidéo, du prêtre Maya, représentait un homme penché en avant, les mains posées sur des leviers ou les boutons de ce qui semblait être une machine. Le personnage paraissait être à l'intérieur de la cabine cylindrique d'un engin volant, duquel s'échappait un jet enflammé. Un tableau de bord était presque identifiable devant l'homme ainsi qu'un cockpit. Le détail le plus frappant de cette représentation est la position des mains du personnage sur les parties saillantes figurées à l'intérieur du véhicule, qui peuvent être considérées comme des leviers de commande. Donc pour l'époque, c'est étrange que des gens apparaissent dans des illustrations à l'intérieur de vaisseaux. Mais bon, comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes vidéos, il y a plusieurs milliers d'années, certaines civilisations qui avaient atteint un haut degré technologique avaient déjà des appareils volants qu'on appelle les Vimana. Donc il ne faut pas être trop surpris de voir ce genre de dessin dans les temples mayas. Bon, maintenant quittons le Mexique pour nous rendre à Ninive, une ancienne cité qui se trouvait sur la rive orientale du Tigre. Face à la ville moderne de Mossoul en Irak, elle deviendra le plus grand centre de peuplement de l'ancien empire assyrien. On pense que la construction de la ville de Ninive remonterait au 7e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque assyrienne, le mur d'enceinte avait plus de 11 km de long et par endroits une épaisseur de 44 mètres. C'était assez impressionnant. Il présentait 30 grandes portes dont plusieurs étaient gardées par des colosses de pierre. En 1846, une équipe d'archéologues français mènera des fouilles archéologiques qui seront reprises par un archéologue anglais, Henry Layard, qui va découvrir le palais de Sennacherib. L'anglais Henry Lavard rapportera en Angleterre une collection unique de bas-reliefs, de pierres, plusieurs bronzes et des milliers de tablettes d'argile portant des inscriptions en caractères cunéiformes. Mais c'est lorsqu'il travaillait à Nimrod, à quelques kilomètres de Ninive, que Layard fera sa découverte la plus intrigante. Il aurait découvert un disque de cristal pas exactement circulaire, puisqu'il existait un écart de 5 mm entre son plus grand et son plus petit diamètre. L'une de ses faces était plate, mais l'autre avait été émelée pour la rendre convexe au moyen d'un outil de précision. Les archéologues penseront d'abord qu'il s'agissait d'une pièce de décoration, mais par la suite, un physicien anglais du nom de David Brewster, spécialisé dans l'optique et la polarisation de la lumière, décidera d'examiner le disque de cristal en 1853. Et il va en conclure qu'il s'agissait probablement d'une lentille optique très bien faite.
Comme tous ces spécialistes ne savaient pas trop ce que pouvait bien faire une lentille optique dans l'ancienne Nimrod en Assyrie, hein, eh bien, l'histoire officielle retiendra qu'il s'agissait en fait d'incrustations décoratives pour le mobilier. Bon, restons dans la même région et plus précisément en Irak, où on aurait retrouvé des piles électriques qui dateraient de plusieurs milliers d'années. En 1936, des archéologues qui faisaient des fouilles dans les ruines d'un village datant du début de notre ère, non loin de Bagdad, en Irak, vont découvrir un objet plus qu'étrange. Cet objet sera rapporté au musée de Bagdad où il reposera au fond des caves. En 1938, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm Koenig, qui visitait le musée, retrouvera l'objet en question et il l'étudiera. Bah, il s'agissait en fait d'un petit vase en terre cuite, comme vous voyez dans la vidéo, de 15 cm de hauteur sur environ 7,5 cm de diamètre. Bah, émergeant du bouchon en bitume, une tige de fer, c'est un peu ce que vous voyez là. Une tige en fer était insérée à l'intérieur d'un cylindre en cuivre et isolée de celui-ci à sa base par un tampon en bitume. Le cylindre de cuivre étant soudé avec son capuchon par un alliage plomb éteint. La base du tube était fermée par un disque de cuivre. Hein. À l'autre extrémité, une tige de fer corrodée par de l'acide sortait d'un genre de prise en asphalte. Bah, l'archéologue Wilhelm Koenig comprendra en fait qu'il s'agissait d'une pile électrique fabriquée avec les moyens de l'époque. Koenig dira que si le tube avait contenu une solution acide, cet objet aurait fourni une petite charge d'électricité. Donc pour lui, ce petit vase d'où émergeait une tige en fer n'était rien d'autre qu'une pile antique. D'après lui, ces piles auraient été utilisées par les artisans de l'époque pour plaquer les métaux précieux. Dans la pile de Bagdad, on avait constaté que le cylindre de cuivre portait une platine bleue, hein, caractéristique de la galvanoplastie hein, à l'argent. On pense donc qu'elles sont beaucoup plus anciennes car on aurait retrouvé également certains vases en cuivre plaqués argent dans un site sumérien vieux d'au moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Oui, ça c'est incroyable. Bah, en 1940, l'ingénieur américain Willard Gray de la General Electric Company s'appuiera sur les schémas et les explications qui avaient été données concernant cette pile pour en fabriquer une réplique. Bah, il la remplira de sulfate de cuivre pour remplacer l'électrolyte original, inconnu, hein, évidemment qui avait été évaporé avec le temps. Hein. Bah, la copie fonctionnera parfaitement, preuve que les anciens Babyloniens employaient, du moins connaissaient déjà l'électricité. Hein. Quand je dis les anciens Babyloniens, c'était une élite qui connaissait cette pratique, puisqu'ils s'en servaient comme galvanoplastie pour recouvrir certains bijoux en or. Bah, chargée d'une solution de sulfate de cuivre, hein, la pile produisait environ un demi-volt. Hein. Différents spécialistes auraient reproduit la pile en utilisant du jus de raisin comme électrolyte. Hein. Il aurait effectivement obtenu un courant électrique de 1,5 volts. Bah, un certain nombre d'articles galvanisés hein, ayant été exhumés dans le même secteur de fouilles, hein, bah, il était facile de conclure que les piles en fait servaient à des travaux de galvanoplastie, hein, comme je viens de le dire. Des jarres identiques auraient été trouvées dans la hutte d'un sorcier et on peut donc en déduire que prêtres et artisans de l'époque avaient gardé ce secret, hein, un secret de leur procédé de fabrication. Hein. Bah, d'autres objets similaires auraient été découverts dans la région ainsi que de minces tiges de fer et de fer ayant pu servir à connecter plusieurs piles. Plusieurs de ces piles auraient été trouvées dans les ruines de Kujut Rabu, ville parthe aux alentours de Bagdad. Les Parthes, farouches guerriers, avaient dominé la région entre 250 avant Jésus-Christ et 230 après. Bah, les ruines de Kujut Rabu, où toutes ces piles auraient été trouvées, correspondent à l'époque de la domination perse dans la région de Bagdad, soit environ 250 ans avant Jésus-Christ. On pourrait donc en déduire que ces piles auraient au moins 2250 ans. Or, on pense qu'elles seraient beaucoup plus anciennes car on aurait retrouvé des vases en cuir plaqués argent dans un site sumérien vieux d'au moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Bah, 10 autres piles seront découvertes plus tard à Ctesiphon. Hein. Bah, ce genre de technologie par galvanoplastie hein, aurait même existé en Égypte. Par exemple, l'archéologue français Auguste Mariette aurait déclaré que quand il avait effectué des fouilles dans la zone de la Grande Pyramide, il aurait découvert à une profondeur d'environ 20 mètres hein, des bijoux en or d'une finesse et d'une légèreté d'elles qu'on pouvait penser qu'ils avaient été réalisés par galvanoplastie.
Ben, vous avez un chercheur allemand, le docteur Hans Agebrecht, lui utilisera une reproduction de la pile de Bagdad pour faire de la galvanoplastie sur des objets. Ben, il explique qu'il suffit d'une très faible quantité d'électricité pour transférer une fine couche de métal telle que l'or sur la surface d'un autre métal tel que l'argent. Et Hans Agebrecht suggérait que de nombreux objets anciens se trouvant actuellement dans les musées et que l'on croit être en or seraient en réalité des objets en argent plaqué or. Donc vous voyez, il y a plusieurs milliers d'années, on connaissait déjà la nature des piles électriques pour la galvanoplastie. Bon, quittons la Mésopotamie et orientons-nous maintenant vers les pays scandinaves. D'après certaines légendes scandinaves, les navigateurs vikings pouvaient se diriger sur les mers grâce à l'utilisation d'une sorte de cristal appelé pierre de soleil. Ce cristal transparent leur permettait de détecter en regardant à travers la position exacte du soleil, qui partant couvert et à la tombée de la nuit devenait invisible à l'œil nu. Bah, la pierre de soleil, c'est un peu ce que vous voyez là. On sait entre autres que les Vikings auraient parcouru des milliers de kilomètres, découvrant sans doute, voire probablement l'Amérique du Nord vers l'an 1000, bien avant Christophe Colomb. Et les légendes ne donnent pas beaucoup d'indications sur la nature de ces fameuses pierres de soleil qui étaient un cristal transparent. Mais voilà qu'on aurait retrouvé à l'intérieur d'une épave de navire britannique qui aurait coulé près de l'île d'Aurigny dans la Manche en 1592, une cargaison au milieu de laquelle se figurait un étrange artefact qui était un petit cristal de 5 cm. Bien qu'il paraissait un peu trouble, sa géométrie et sa proximité des instruments de navigation, sa proximité avec des instruments de navigation avait attiré l'attention d'un plongeur explorant l'épave. Une fois qu'il avait été ramené à terre, quelques scientifiques avaient commencé à soupçonner le mystérieux objet d'être un cristal de calcite. Mais on pense que les Vikings et autres navigateurs européens de l'époque l'utilisaient avant l'introduction de la boussole magnétique. Cela avait conduit des chercheurs à croire que ces cristaux, qui sont généralement trouvés en Islande et d'autres parties de la Scandinavie, étaient de puissantes pierres de soleil, mentionnées dans les légendes nordiques. Mais ils n'avaient aucune preuve archéologique pour soutenir leurs hypothèses jusqu'à présent. Après l'avoir soumis à une batterie de tests mécaniques et chimiques, l'équipe aurait déterminé que le cristal était en effet un calcite et par conséquent aurait pu être la boussole optique du navire. Le cristal de calcite a la propriété de dépolariser la lumière du soleil, c'est-à-dire de la filtrer différemment selon la façon dont on orientait la pierre. S'il y a peu de luminosité, on pouvait quand même suivre le soleil, même s'il était sous l'horizon. Même quand les premières étoiles apparaissaient, on pouvait suivre sa progression. Aujourd'hui, le cristal de calcite serait utilisé, du moins il est utilisé par les astrophysiciens pour repérer l'atmosphère des exoplanètes, en observant les effets de polarisation. Il faut aussi préciser que le petit cristal a donc traversé les siècles, et aujourd'hui il est redevenu à la mode, puisque des physiciens l'exploiteraient, du moins exploiteraient les propriétés des cristaux de calcite pour imaginer des dispositifs d'invisibilité. Comme vous l'aviez vu dans certains films américains, on se met une cape pour devenir invisible. Mais restons un peu en Scandinavie, des archéologues auraient trouvé l'épée viking Gulbrich datant de 800 à 1000 ans après Jésus-Christ. L'alliage de l'épée les aurait déconcertés. Ils ne comprenaient pas comment la technologie pour faire une telle épée aurait été possible avant la révolution d'Israël 800 ans plus tard. Sa teneur en carbone était 3 fois plus élevée que les autres épées de son temps, et les impuretés avaient été retirées à un tel degré que le minerai de fer devait avoir été chauffé à au moins 1700 degrés Celsius. Richard Führer, un forgeron du Wisconsin aux États-Unis, aurait essayé de forger une épée de la qualité de Hulbert en utilisant les technologies disponibles au Moyen-Âge. Il a dit que c'était la chose la plus compliquée qu'il avait eu à faire. Il aurait dû utiliser finalement, il a dû utiliser finalement des méthodes qui n'étaient pas connues par les gens de l'époque. Bon, quittons maintenant les pays scandinaves et orientons-nous vers la Californie où on aurait retrouvé ce qui paraissait être une bougie d'allumage incrustée dans une pierre qui était vieille de 500 000 ans. Son histoire aurait commencé en février 1961 quand les propriétaires d'un magasin de pierres précieuses étaient à la recherche de nouveaux matériaux dans les montagnes Coso, à l'est de la Californie. Ils ne savaient pas que parmi les jottes qu'ils avaient ramassées se trouvait en fait une relique hautement controversée qui mettrait à bas tout ce que nous savions sur le passé de notre monde.
Le lendemain, ils auraient commencé à découper les roches en espérant que des cristaux de valeur se trouvent à l'intérieur, mais à la place, ils ont découvert que l'une des géodes contenait un dispositif mécanique ressemblant à une bougie d'allumage. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, là. Le dispositif lui-même était composé d'un cylindre en porcelaine entouré d'anneaux en cuivre, hein. Les analyses au rayon X auraient montré qu'une tige métallique et que des ressorts en métal étaient logés à l'intérieur du cylindre. Le rocher contenant aussi une substance blanche et légère qui n'avait jamais été identifiée. Mais bon, l'aspect le plus déroutant de cette géote est en fait son âge, hein, qui a été déterminé par l'analyse des strates dans lesquelles l'objet avait été trouvé, hein. Aussi bien que la présence de plusieurs fossiles d'animaux marins à sa surface, hein. Les géologues avaient estimé la date de l'objet à environ 500 000 ans. Et enfin, je terminerai cette vidéo par la découverte en 1929 dans le musée d'Istanbul d'une mystérieuse carte des mers, hein, qui étrangement indiquait parfaitement les contours de certains continents. Et plus intriguant encore, elle montrait l'Antarctique libre de glace. Cette carte aurait appartenu à un amiral turc appelé Périres qui aurait vécu au XVe siècle après Jésus-Christ. Cette carte des mers aurait été copiée sur des cartes encore plus anciennes dont les détenteurs devaient nécessairement posséder des vaisseaux aériens pour cartographier les contours des continents avec une telle précision. Et cette civilisation avait dû élaborer ce genre de carte à une époque où une partie de l'Antarctique était libre de glace, ce qui nous ferait remonter le temps jusqu'à 15 000 ans en arrière. Un cataclysme planétaire survenu il y a plus de 10 000 ans a dû faire pivoter les pôles de la planète de plusieurs degrés et des régions au climat tempéré se seraient immédiatement retrouvées sous les glaces des pôles, ce qui vous explique entre autres pourquoi certaines espèces animales en Sibérie auraient été retrouvées complètement gelées en Sibérie. Le froid s'était abattu à une telle vitesse qu'on aurait même retrouvé dans leur estomac ce qu'ils avaient mangé, hein, c'est pour vous dire. Mais revenons un peu à la découverte de cette carte de Périres. Le 9 novembre 1929, hein, Monsieur Malil Edem, qui était directeur des musées nationaux turcs, faisait un inventaire de tout ce que contenait alors le musée de Topkapi à Istanbul. En fouillant, il va découvrir deux cartes du monde, hein, dans un ouvrage intitulé le Bahir, et dont l'auteur était un certain amiral de la flotte turque, Peri Ben Haji Mehmet, nommé de nos jours Périres, un célèbre héros du VIe siècle pour les Turcs. Pour le Z, c'était un pirate, hein. Cette fameuse carte était dessinée sur une peau de gazelle, hein, représentait avec précision les côtes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, mais une grande partie était encore manquante, hein. Périres révélera entre autres qu'il aurait eu en sa possession une carte établie par Christophe Colomb lui-même, hein, et qu'il avait obtenue d'un marin du Génois, hein, Colomb, capturé par Kemal Reis, qui était son oncle. Il affirme que Christophe Colomb n'avait fait que redécouvrir l'Amérique, hein, qu'il avait eu en sa possession un ouvrage datant d'Alexandre le Grand, révélant qu'au bout de la mer occidentale, c'est-à-dire l'océan Atlantique, tout à fait à l'ouest, hein, il y avait de nouvelles côtes et des îles couvertes de métaux et de pierres précieuses. Il affirmait surtout que si Christophe Colomb offrirait aux indigènes de la première île découverte de la verroterie, c'est parce qu'il savait, au dire de cet ouvrage, que ces gens adoraient cela. Les notes de Périres indiquaient que cette carte correspondait à un travail de compilation de différentes cartes beaucoup plus anciennes, hein. C'est en 1953 que la légende va débuter, hein, réellement, lorsque la carte va tomber entre les mains du capitaine Mallory, ingénieur à la retraite du bureau hydrologique de l'armée américaine, l'US Navy, et qu'il va la comparer aux récents relevés scientifiques à l'aide de sonar, hein, des côtes terrestres antarctiques, hein. Le résultat était étonnant. La carte représentait en fait avec fidélité les côtes d'un continent qui ne sera officiellement découvert que 400 ans plus tard, hein, lorsque le Norvégien Amundsen sera le premier à y poser le pied en 1911. L'Antarctique, encore plus fort, hein, la carte indiquait avec une grande précision le tracé de côtes enfouies sous des centaines de mètres de glace, hein, depuis environ 8000 ans, hein, c'est pour vous dire, hein, précision. Mallory établira que cette carte indiquait l'Antarctique libre de glace, hein, l'Amérique du Nord et du Sud, avec une précision assez déconcertante pour l'époque, hein. Il démontrait que la carte de Périres était la copie d'une carte ou d'une série de cartes beaucoup plus ancienne que nous ne posséderons plus.
Ces cartes avaient été faites dans un passé lointain, peut-être 15 000 ans avant notre ère, par un peuple maritime qui connaissait la courbure de la Terre, la trigonométrie sphérique, et possédait des appareils aériens. Le professeur Charles Hapgood et Richard Strachan, qui auraient également étudié de manière assez détaillée le mystère de cette carte, en arriveront à la conclusion que ces relevés ne pouvaient avoir été réalisés que grâce à des vues aériennes et donc par des civilisations à la technologie très avancée pour l'époque. Ce qui recoupe ce que je dis dans plusieurs de mes vidéos, c'est-à-dire la théorie sur l'existence de la civilisation atlantide. Sur la carte de Pérez figure aussi l'Amazone, le golfe du Venezuela, l'Amérique du Sud et de l'Antarctique libre de glace. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce continent ne sera découvert qu'en 1818, alors que la carte de Pérez datait du XVIe siècle. L'Antarctique dessiné sur les cartes de Pérez correspondait non seulement à ce que montrent les cartes modernes, mais au profil obtenu avec des méthodes géophysiques récentes du continent tel qu'il se trouve sous les glaces. La conclusion à en tirer de la carte de Pérez, c'est qu'elle aurait été tracée avant que les glaces ne recouvrent la région de l'Antarctique, ce qui nous ferait remonter à 15 000 ans en arrière. Cette carte de Pérez nous révélerait qu'il existait sur Terre il y a de cela plusieurs milliers d'années, une civilisation qui aurait atteint un très haut degré technologique. Alors, comme vous le savez, et comme ceux qui suivent mes vidéos, vous savez de quelle civilisation je parle. Je parle de l'Atlantide, puisque il existait aussi d'autres civilisations, c'était l'Empire de Rama. Une civilisation dont la technologie aurait gravité sur l'emploi d'un mystérieux cristal. Et l'emploi excessif de ces cristaux aurait mené à la disparition de l'Atlantide au fond de l'océan Atlantique. Les scientifiques de l'Atlantide avaient appris avec le progrès technologique à utiliser les connaissances de la réfraction et de l'amplification et du stockage dans les cristaux. Leur centrale d'énergie gravitait aussi autour de l'emploi d'un énorme cristal central qui émettait une quantité d'énergie vers les différents bâtiments de l'Atlantide. Le cristal générateur d'énergie était placé à l'intérieur d'une construction spéciale de forme ovale avec un dôme qui pouvait s'ouvrir et s'orienter pour exposer le cristal à la lumière du soleil au moment les plus favorables. L'intérieur du bâtiment était recouvert avec des matériaux non conducteurs, similaires à de la bakélite, ou une sorte de plastique qu'on ne connaissait pas à l'époque, du moins à notre époque. Le cristal lui-même était énorme et en taille cylindrique dans sa longueur et prismatique dans sa forme coupée avec 6 faces. Et au-dessus du cristal, une pierre formait un chapeau, utilisé à la fois pour concentrer les rayons énergétiques arrivant et en distribuant directement pour les différentes parties des régions atlantes. Les cristaux avaient la capacité de transférer l'énergie, de la retenir, de maintenir son intensité et de la focaliser et la transmettre à travers de grandes distances à des récepteurs similaires qui étaient un peu partout. Parce que ces récepteurs étaient constitués de petits cristaux qu'on installait dans les habitations, dans les bâtiments publics, dans les véhicules, les appareils atlantes. Lorsqu'ils recevaient l'énergie du grand cristal, ils s'activaient à leur tour ces cristaux. De ce fait, d'une pyramide à l'autre, les Atlantes en un sens transmettaient l'énergie. Les pyramides, c'était des sortes de centres de relais qui recevaient l'énergie des grandes centrales d'énergie et les redistribuaient. Les cristaux atlantes étaient de forme naturelle, mais leur croissance fut accélérée. Certains spécimens de cristal de roche qui furent produits mesuraient plus de 7 mètres et avaient un diamètre de 3 mètres. Ils avaient 12 faces, et cela composait les grands cristaux des centres d'énergie. Et à côté de ça, vous avez les petits cristaux dont j'ai parlé, là, de 4 à 5 pieds de haut, quelques centimètres, associés avec différentes couleurs, avec un nombre varié de facettes pour être utilisés dans différents buts comme la guérison, l'augmentation des capacités mentales, les communications, les générateurs d'énergie, le transport d'objets et le vol des appareils. Oui, comme je l'ai expliqué, tous les appareils Atlantes devaient nécessairement fonctionner grâce à ce cristal qui était à l'intérieur. C'était des cristaux récepteurs d'énergie. Les grandes pierres appelées cristaux de feu constituaient la centrale d'énergie, recevant et émettant aux stations alors que les autres fonctionnaient en récepteurs, comme je vais le dire, pour leur cité individuelle, les immeubles, les véhicules, chez soi et tous les appareils. Par exemple, aujourd'hui, dans l'actuel triangle des Bermudes, au fond des océans où les ruines de l'Atlantide reposent maintenant,
Certaines centrales d'énergie enfoncées et les cristaux endommagés peuvent produire de manière temporaire, hein. Certains problèmes au niveau des navires qui passent au-dessus. Parce que ces cristaux s'activent de temps à autre et émettent leur énergie vers les appareils. Ce qui dérègle complètement le système électronique des avions ou des bateaux qui passent au-dessus. Et ça explique pourquoi certains appareils s'écrasent dans le triangle des Bermudes, hein. Alors que d'autres appareils ne disparaissent complètement, c'est-à-dire ils pénètrent une autre dimension de l'espace et du temps. En langage plus clair, certains bateaux ont probablement été transférés vers d'autres époques de notre monde, par l'intermédiaire des champs qui se trouvent dans le triangle des Bermudes. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.